Donc, on n'a rien d'important puisque l'indice d'activité de la fête de Chicago, ce sera hors ouverture, ça ne nous impactera pas. Dépenses des constructions ne nous impacteront pas. 3 mois, 6 mois, c'est pas assez. Et donc, on n'aura que à 18 heures le GDP d'Atlanta. Donc, du coup, on va juste marquer ça 18 heures. Le GDP, projection GDP d'Atlanta. Le 24 mars, mardi 24, pas beaucoup plus. On aura quand même un chiffre sur l'emploi américain à 13h15, donc qui va avoir son importance forcément. Le chiffre ADP de l'emploi. Bon, l'indice des ventes au détail, bien sûr, c'est OK. PMI services et manufacturiers. PMI services et manufacturiers, mardi 24. Ça, c'est super important. C'est super important, on va se le marquer. Donc, en gras, à 14h45. Donc 14h45, en plus, c'est marché ouvert. Donc, faire très attention. C'est ça qui va guider la journée de trading. L'indice manufacturier fête de Richemont à 15h, pas vraiment, bien qu'il y a des livraisons quand même, mais ce sera pas aussi important. T-Note 2 ans, 18h, pas important. Masse monétaire, ça peut être important, notamment pour le dollar, ça on va se le marquer. Allez, ça on se le marque. Et le vice-président de la Fed à 23h30, mais ce sera fermé. Allez, voilà pour mardi. Mercredi, taux hypothécaire 30 ans, comme d'habitude, on est OK. Très bien. Après, on va avoir refinancement hypothécaire, on est bon. Indice des prix à l'importation, 13h30, import-export, marché fermé, ça ira. Mais on se le marque quand même parce que c'est intéressant. Indice des prix, import, export. Tac. C'est noté. Après, donc, import-export, production d'essence, on s'en fout. Importation de pétrole brut, 15h30, ça n'aura pas d'impact direct. Taux d'utilisation des raffineries, ça ira. Bien sûr que ça, vous voyez, c'est assez nouveau dans les stats. Vous voyez que les stats s'adaptent au contexte géopolitique, hein, puisque on va avoir là, ici, toute une tendance sur l'exploitation pétrolière en fait, hein, américaine. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu majeur sur ce point-là. 18 heures, donc on va avoir l'adjudication 5 ans, et ça, c'est intéressant. On peut se le marquer, donc 18 heures, adjudication 5 ans.
Là, 5 ans, on commence à être sur des périodes intéressantes pour nous. On va avoir l'inscription hebdomadaire au chômage jeudi 13h30 comme d'habitude. Les bénéficiaires du chômage américain après 4 semaines, 8 semaines, hop, petit note 7 ans, 18 heures. Donc c'est tout. Inscription hebdo au chômage plus après 18 heures. On va se mettre donc du coup petit note 7 ans. Donc c'est pas une grosse semaine, hein, franchement. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Et donc le 27 mars, on va passer sur indice Michigan, anticipation d'inflation. Donc ça, c'est la stat qui plaît pas trop à Powell, on le sait, mais elle va être noyée dans la bougie de 15 heures en plus. Et c'est tout, je crois, hein, il n'y a que ça. Discours de Dali à 16h30 quand même, à se protéger. Ici, on va se le marquer, au cas où si on est encore là. Dali, membre du FOMC, plutôt Colombe. Et donc, du coup, voilà. C'est tout pour ce qui est du calendrier économique. Donc, on est bon. Normalement, vous avez dû marquer, je vous répète, donc lundi 23 mars, 18 heures, GDP d'Atlanta. Mardi 24 mars, 13h15, les chiffres ADP de l'emploi. 13h55, vente au détail. 14h45, surtout en gras PMI, services plus manufacturier. 18 heures, la masse monétaire, notamment pour les enjeux sur le dollar. Mercredi 25, midi, taux hypothécaire 30 ans, 13h30, indice des prix import-export. 18 heures, l'adjudication 5 ans. Le 26 mars, jeudi 13h30, inscription au chômage. 18 heures, petit note 7 ans. Vendredi 27 mars, 15 heures, l'indice Michigan. 16h30, un discours de Dali et 16h30 aussi. C'est tout. C'est tout pour vendredi. Voilà pour ce qui est du calendrier économique. Qu'est-ce que je vous laisse voir si vous voulez me dire. Hop, si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Je vais préparer un petit peu. Voilà, on va préparer ça d'abord et on va démarrer donc pour ce qui est de notre psychologie de marché. Donc en 3 phases, hein, pour Martial, je crois que c'est un de ses premiers aujourd'hui. Donc alors attendez, j'invite quelqu'un vite fait. Avec plaisir, Martial. Donc, qu'est-ce que on va pouvoir constater cette semaine suite en fait quand même à une semaine de présentation de la Fed, hein, et donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation de la Fed, de cette réunion de la Fed, et qu'est-ce qui a changé dans le prisme? Alors, tiens d'ailleurs, on va se permettre de se mettre sur hop, voilà, sur le site du CME, donc sur le site de projection de la Fed, hein, donc sur cette dernière réunion de la Fed, on avait donc une réunion à fort enjeu, notamment à cause du contexte de ce qui se passe en Iran. Et donc, on pouvait voir que
on était en plus sur une réunion trimestrielle. Donc, vous le savez, tous les trimestres aux États-Unis, les membres de la Fed décident des fameux dot plots. Donc, les dot plots, on va les retrouver ici. On va les mettre en tableau, on va les mettre en charte même. Les fameux dot plots, c'est quoi? Donc, c'est les projections que va avoir la Fed pour les années à venir, pour les trimestres à venir, hein, puisque chaque trimestre, ils ont une projection, que ce soit donc, comme on va le regarder ensemble, que ce soit donc une projection sur un changement, mais ça, attendez, ça c'est mes notes. Que ce soit une projection donc sur un changement de possible de GDP, c'est le PIB américain, hein, donc c'est une projection du PIB américain, comme on peut le voir sur 2026, 2027, 2028, et à plus longue distance, donc sur une période un peu plus moyen terme, d'accord? Donc là, on est vraiment sur la période court terme et la période moyen terme. Donc, ce qu'on a pu voir suite à cette réunion de la Fed, c'est que bah, tout simplement sur les projections de décembre, on était à 2,3 en projection de PIB américain sur l'année 2026. On est passé à 2,4, donc il y a eu un changement plutôt positif, léger, mineur sur le trimestre. Pourquoi? Bah, notamment aussi dû au conflit en Iran, et on verra ensemble un peu bah, pourquoi ce conflit peut apporter cette différence. Aucun changement sur l'emploi. Hum, euh, attendez. Hop, voilà. Attendez. Donc, on a vu une petite évolution au niveau du PIB, une petite augmentation, aucune évolution donc au niveau de l'emploi, hein. Ils ne considèrent pas que dans ce trimestre, du premier trimestre 2026, on puisse avoir un changement quelconque au niveau de l'emploi. Et donc, dans ce qui est le PCE, donc le sous-jacent hein, du PCE, de l'inflation PCE, on sait que l'inflation PCE, c'est la mesure préférée de la Fed. Donc, dans le sous-jacent, donc vraiment dans le corps du PCE, là, on peut voir une petite évolution à la hausse, notamment forcément due en lien avec le coût de l'énergie sur 2026, et donc une projection ferme sur les taux qui resterait donc aux alentours de 3,4. Comment ça s'est interprété sur le site du CME, donc le site du CME qui projette concrètement les baisses de taux que l'on pourrait avoir dans l'année, hein, tout simplement. On l'avait vu ensemble que sur l'année 2026, la Fed avait annoncé plutôt une baisse de taux sur l'année 2026 et que le marché en espérait plutôt deux. Pourquoi? Parce qu'il pricer la venue notamment d'un changement de président de Fed, puisque vous savez que Jérôme Powell devrait être changé au mois de mai. Et donc, ce changement, ce basculement vers Kevin Warsh qui est un pro, du moins un pro-Trump, au moins dans les propos actuels sur le marché, mais qui a quand même pas la réputation non plus d'être un flambeur et qui ne baisserait pas non plus les taux de manière massive. Donc, on ciblait plutôt deux baisses de taux. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Vous allez voir que le taux actuel, le taux courant, c'est 3,50, 3,75. C'est toujours une fourchette puisque on est sur de la volatilité, on est sur une tranche de marché. Donc, il y a exactement une semaine, tout le monde s'attendait donc à avoir un marché qui soit 94% du marché s'attendait à avoir un taux fixe pour la prochaine réunion, donc la réunion du mois d'avril, hein, pour le 29 avril pour la Fed. Il y avait 94% du marché qui s'attendait à une baisse de taux, à un taux fixe, pardon, et 5%, pas tout à fait 6%, qui s'attendaient à potentiellement une baisse de taux. Bien sûr, 0% du marché envisageait la possibilité d'avoir une augmentation des taux directeurs de la Fed.
Et ça, on peut voir qu'il y a un mois, ils étaient 82 à penser qu'il y aurait un taux fixe inchangé et 17 à penser qu'on aurait une baisse de taux. Donc, si on prenait sur l'année, regardez, par exemple, si on allait jusqu'à décembre 2026, c'est là où ça peut être intéressant à comparer, c'est que il y avait seulement, en fait, il y a un mois, seulement 5 du marché qui pensait que les taux seraient inchangés sur toute l'année 2026, hein, et 21 du marché qui s'attendait plutôt à une seule baisse de taux. Et on pouvait voir qu'il y avait, en fait, il y a un mois, 33 et 25 du marché qui s'attendaient à une voire deux baisses de donc à 2 voire 3 baisses de taux, pardon, sur le marché. Ce qui fait qu'en fait, on avait dans 50 et quelques du marché qui s'attendaient quand même à avoir, ces baisses. Et à aujourd'hui, c'est complètement l'inverse puisqu'on peut voir qu'il y a 55 du marché qui pense que l'on n'aura pas de baisse de taux sur l'année 2026, voire même 26 qui s'imaginent la possibilité d'avoir une hausse de taux sur l'année 2026. Il y en a même 5 qui pensent qu'on pourrait avoir 2 hausses de taux sur l'année 2026. Alors bon, les hausses de taux sur l'année 2026, ou du moins dans l'immédiat, moi je n'y crois pas. On va voir ensemble un petit peu comment on peut lire entre ces lignes et qu'est-ce que ça veut dire, et surtout qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le marché. Donc depuis le début de l'intervention en Iran, on a vu quand même que Trump, il a soufflé un peu le chaud et le froid sur les marchés, avec une fois une communication où très rapidement, il a dit, bon, ben ça y est, c'est gagné, c'est rapide. Il espérait sa guerre éclair et sa guerre un peu spectacle pour faire un effet un peu de pump et qui retombe, de souffler complet sur les marchés, avec donc le prix du pétrole qui serait fortement monté, mais qui se serait écroulé dans la foulée, et donc quelque chose de complètement indolore pour l'économie. Puis sans doute qu'après, il y a des décideurs militaires, c'est des personnes américaines qui ont dû lui dire que ça allait prendre plusieurs semaines. Et donc là, on a eu un discours qui a un peu changé, avec un Trump qui nous explique que le prix du pétrole élevé est en soi favorable aux États-Unis, puisqu'ils sont un des pays principaux exportateurs de Brent dans le monde. Donc, faisant partie de la bonne catégorie, ils ont aussi un enjeu à gagner là-dessus. Et ça peut se confirmer, ça peut se voir ici. Vous voyez, par exemple, avec une projection de décembre sur le PIB américain qui était à 2,3, et en fait un ressenti actuel maintenant avec une projection à 2,4, parce que si les Américains se mettaient à plus exporter de pétrole, du pétrole du moins plus cher que ce qu'il était, ça les aiderait à avoir un PIB plus élevé. Par contre, donc, quid de savoir quelles sont les conséquences sur le marché, les conséquences sur le marché de manière globale. Donc, on peut, d'ailleurs, tiens, on va commencer parce que j'avais des questions qui m'ont été posées, et donc, en fait, les questions qui m'ont été posées par mail sont toutes un petit peu liées à ça, et on va y répondre un petit peu au fil, mais je vais vous les lire quand même, et comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, salut Maxime, je t'envoie quelques questions pour le travail. Si le conflit s'enlise et fait exploser le prix du pétrole, le fait alors attendez, je vais le copier-coller ailleurs là, parce que c'est pas top, sinon j'ai pas une belle vue. Voilà, là ça sera mieux. Si le conflit s'enlise et fait exploser le prix du pétrole, la Fed pourrait-elle être forcée de remonter ses taux en urgence? Si oui, à quelle réaction technique s'attendre sur le Nasdaq? Pourquoi la Fed se base-t-elle autant sur l'employment pour définir changer ses taux? Tu mentionnes souvent les obligations de l'État. Ok. Ceux qui découvrent les dot plots. Ah ben voilà. Pour ceux qui découvrent les dot plots, comment une escalade au Moyen-Orient pourrait-elle forcer les membres de la Fed à modifier leurs prévisions de taux? Ah ben tiens, on va rentrer un peu plus dans le détail donc du coup sur cet aspect-là. Et après, on enchaînera avec si le conflit s'enlise sur le Moyen-Orient. Donc, justement, ces fameux dot plots, pourquoi? Donc, la question, c'est comment une escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait-elle forcer les membres de la Fed à modifier leurs prévisions de taux? En fait, tout simplement, on va remettre là les fameux dot plots. Pourquoi ce conflit peut avoir un impact? Tout simplement parce que si le prix du pétrole reste élevé,
il va y avoir un impact sur les prix des produits. Et donc, forcément, si ça nous coûte plus cher de transporter les produits sur le territoire américain, si ça nous coûte plus cher de fabriquer les produits, forcément, on va à un moment donné, pour conserver les mêmes marges, le réimpacter sur le prix de vente. Et donc, dans le fait de réimpacter ça sur le prix de vente, ça crée de l'inflation. Si face à, si quand on augmente le prix parce que le coût de production augmente, on a en face toujours la même consommation, quelque part, ben, on conserve notre marge, on l'applique sur le prix, basta, c'est réglé, c'est indolore pour l'entreprise et c'est quasiment indolore puisque la consommation reste la même. C'est plutôt même, entre guillemets, beh, positif pour le PIB puisque ça va augmenter le PIB. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si on augmente les taux, on va ralentir la consommation et donc en fait, on va forcer les entreprises à décider de ne pas impacter directement l'augmentation du prix de production, dans le prix, final du produit puisque, on va ralentir cette consommation et donc si, c'est bien beau d'augmenter le prix, mais si on n'a pas autant de consommateurs en face, est-ce qu'il vaut mieux pas un petit peu rogner ses marges pour aller chercher du consommateur? Ça va être le dilemme, la question le, que peut se poser euh, l'entreprise décisionnaire de savoir si elle réimpacte l'inflation immédiatement ou pas. Donc voilà l'enjeu, voilà pourquoi on pourrait avoir une hausse des taux de la part de la Fed. Ce qu'on peut voir surtout, donc du coup, c'est que depuis ce conflit au Moyen-Orient, vous voyez ici, on est à peu près là, voilà, fin mars, hein, quand d'un seul coup il y a les attaques, on voit les taux américains grimper. Pourquoi on peut voir donc les taux grimper? C'est donc dans une réflexion du prix de l'énergie qui se répercute sur les taux et avec une prévision d'inflation qui soit importante. Donc il y a un redressement aussi du dollar, puisqu'il devient la valeur refuge hein, quand il y a des conflits comme ça majeurs, même si c'est les États-Unis qui l'ont initié, on va chercher les actifs que l'on considère d'abord comme les plus sécuritaires. Et les États-Unis étant la première puissance mondiale, forcément, ils semblent plus sécuritaires que d'autres pays. Et on peut voir donc que les taux américains en soi résistent presque mieux puisqu'on a eu une évolution ici de 0,30, 0,40, 0,35 à peu près point de base, alors que si on regarde par exemple les taux pardon, européens, on peut voir qu'ils ont assez bien grimpé depuis le début du conflit, prenant plutôt entre 0,40 pour certains même presque 0,50, donc plutôt à une moyenne autour de 0,42, 0,45 sur leur taux directeur. Donc cette différence, elle est essentiellement liée au fait que ce soit un marché plus refuge au niveau des investisseurs d'investir dans la première puissance mondiale plutôt que d'investir dans le marché européen. Et après, si vous voulez, on entrera aussi dans les enjeux que peut avoir la guerre pour les Européens et en quoi c'est des enjeux plus délicats pour l'Europe que pour les États-Unis finalement. Restons sur ce que nous a dit Powell et sur la Fed pour le moment. Euh, Powell nous-mêmes, justement, sur cet enjeu de taux, il nous dit que il a dit une phrase qui pour moi me semble assez importante, notamment par rapport au conflit au Moyen-Orient. Il dit je veux vraiment souligner que personne ne connaît les effets économiques du conflit au Moyen-Orient. Une période prolongée de prix de l'essence plus élevé pèserait sur la consommation, mais je ne sais pas si cela va arriver. Les dépenses de consommation restent résilientes. Le marché du travail s'est clairement modéré. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il dit qui est positif. C'est-à-dire que effectivement, les effets économiques du conflit au Moyen-Orient, personne ne peut les deviner parce que personne ne va connaître la durée du conflit. En fait, c'est surtout ça, l'impact, puisque quand il dit une période prolongée de prix de l'essence plus élevé pèserait sur la consommation, ce qui veut dire, c'est qu'à l'instant T, et on le voit dans les dot plots qui ont été projetés par par les membres de la Fed, à l'instant T, hormis un petit impact sur l'inflation, on n'a aucun impact sur l'économie. Et donc, ce que l'on peut se dire, voire même un impact
un peu plus positif, en tout cas pas sur l'emploi ou sur la consommation. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que si on en reste là et que c'est quelque chose qui est assez rapide finalement, et on pourrait avoir un effet très éphémère sur l'économie, et du coup, conserver seulement les points positifs, à savoir la consommation résiliente et un marché du travail qui, lui, c'est plutôt modéré. Modéré, pourquoi il parle de marché du travail qui s'est modéré? C'est parce que on sait que jusqu'à maintenant, ça faisait quelques mois, que l'on avait un marché du travail qui était tendu, c'est-à-dire avec de fortes spikes, hein, c'est-à-dire de gros changements en fait directionnels d'un mois sur l'autre, avec un coup, un mois très puissant en termes de chômage, et le mois d'après, quelque chose complètement inversé, avec même de la création d'emplois des fois. Donc on arrivait mal à se cerner sur le marché du travail. Là, on peut considérer que depuis le début de l'année, ça fait quand même un bon trimestre que le marché du travail, il a retrouvé quelque chose de plus cohérent, de plus lisse, et donc de plus facile à lire pour la Fed, et donc de plus modéré, de plus explicable pour eux. Donc, voilà pourquoi les taux peuvent être actuellement sur les taux 10 ans, les taux d'emprunt de l'État américain se redressent. Ben, tout simplement, ils se redressent parce que on est dans un cercle où ben, l'économie, les enjeux énergétiques génèrent de l'inflation, mais génèrent aussi du PIB. Et donc, à contrario, on se dit, bah, tiens, est-ce que, donc je réponds en même temps à une question, c'était la question, euh, voilà, tu mentionnes souvent les obligations d'État comme valeur refuge dans les sessions du dimanche. Pourquoi le Nasdaq baisse-t-il mécaniquement quand les investisseurs achètent ces obligations? Donc, bah, c'est très simple. En fait, dites-vous quelque chose. Vous avez 100 millions d'euros d'investissement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le choix. Soit vous les investissez en bourse et vous prenez le risque que cet investissement en bourse soit potentiellement négatif, hein. Il y a un risque en face que vous ayez une perte d'argent. Vous avez un risque économique, vous avez un risque géopolitique, vous avez un risque comment dire, de gouvernance, et donc vous allez injecter cet argent face à ce risque-là. Surtout dans un monde où demain Trump est capable de se fâcher avec n'importe qui et d'ajouter des taxes douanières, dans un monde où on a des conflits de guerre sur des zones stratégiques, notamment au niveau énergétique, et donc potentiellement des impacts directs sur l'inflation et sur la consommation des ménages qui devront peut-être, ben, au lieu de payer, je vous dis n'importe quoi, mais 15 balles ou 20 balles d'abonnement Netflix par mois, ben, si on a 15 ou 20 euros d'essence à faire en plus, on va peut-être couper l'abonnement Netflix et les mettre dans l'essence, puisque de toute façon, l'essence coûte plus cher, et qu'on n'a pas le choix de faire de l'essence que pour aller travailler. Par contre, on a le choix ou pas d'avoir un abonnement Netflix, et on le coupe et on l'active au moment où on veut. Donc, cette consommation-là, si elle se met à ralentir, si la Fed décide d'augmenter les taux aussi, notamment, cette décision qui ralentit la consommation peut potentiellement pénaliser les entreprises. Si on a des conflits sur des zones stratégiques, ça peut potentiellement pénaliser les entreprises. Et donc, à contrario, en face, vous avez donc toujours, vous, le même portefeuille, vous avez 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros à investir, et en face, vous avez le gouvernement des États-Unis qui vous dit, voilà, moi, je veux emprunter 100 millions de dollars sur 10 ans, et je vais te rémunérer 4% par an. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez le risque pendant ce temps-là de, de placer cet argent en bourse et de laisser la bourse fluctuer avec ce manque de confiance ou cette projection, cette difficulté de croire en l'avenir, de croire en tout ce qui se passe? Ou est-ce que vous donnez l'argent au gouvernement américain et vous vous dites: «C'est plus sécuritaire», ou du moins, je suis sûr, est-ce que lequel des 2 vous semble le plus sûr d'avoir votre rendement et d'avoir vos 4%?
puisque eux, c'est sûr, en tout cas, ils vous payent les 4 sauf s'ils font défaut de paiement. Et donc forcément, si, les investisseurs préfèrent acheter de l'obligation, c'est qu'ils se désintéressent un petit peu ou qu'ils équilibrent leur portefeuille d'investissement entre, le côté rendement de l'action et le côté obligation qui a un peu moins de rendement, mais plus sécuritaire. Donc, ils essayent de trouver la juste balance, en fait, le point d'équilibre où il est intéressant pour eux d'aller sur le marché action et le point d'équilibre où il vaut mieux quand même avoir une petite partie de portefeuille que tu es quasi sûr qui te donne de l'argent. Et donc, plus ce taux va monter, et plus il va être attrayant pour les investisseurs, puisque il va sembler plus sûr pour les investisseurs si demain je vous disais qu'au lieu de 4%, c'est 10%. Et qui va s'emmerder, entre guillemets, excusez-moi du mot, d'être sur le marché avec les risques en action que l'on prend, alors que de l'autre côté, il y a quelque chose qui nous semble sûr et quasiment garanti à 10%. Ça veut dire que sur le marché, tu as intérêt à faire du 50 ou 60%. Il faut que tu fasses beaucoup plus, hein, parce que si tu fais pas beaucoup plus, si tu fais 15% sur le marché, il vaut mieux être à 10 avec quelque chose de sécuritaire. Donc voilà pourquoi les investisseurs, quand ils achètent des obligations, c'est plutôt un mécanique baissier pour le Nasdaq, puisque en fait, c'est un peu une rotation de risque, tout simplement. On se dit, tiens, c'est une aversion au risque. Je trouve que le marché action est risqué, puisque de base, il est plus risqué que les marchés d'obligations d'État. Et donc, si j'ai un bon rendement d'obligations d'État, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à aller sur le marché action? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que j'aille sur le marché obligataire? Donc voilà pour cette partie de la question. J'espère que j'ai répondu. Sur donc on va rester sur la réunion de la Fed. Donc on peut voir que j'avais marqué, on peut voir donc que le PIB n'a pas de changement sur l'emploi, pas d'impact sur l'inflation, léger impact immédiat. Les principales phrases que l'on a eues de Jérôme Powell, c'est déjà ça a beaucoup été tourné sur les anticipations d'inflation. Il a parlé à plusieurs reprises d'une vigilance accrue sur l'inflation. Donc là, Powell, il a eu quand même un discours extrêmement axé inflation durant sa réunion. Et bien évidemment, il parle clairement, quand il fait ça, du pétrole. Okay, il a dit que les anticipations d'inflation à moyen terme ont progressé. Donc, quand il dit les anticipations d'inflation à moyen terme ont progressé, c'est clairement le pétrole, mais pas que, car il a rajouté il a dit qu'il y avait une déception de la Fed, car elle n'a pas vu de ralentissement de l'inflation dans les services sur tout ce qui était non lié au logement. Donc, il dit donc que c'est pour lui une déception de ne pas voir en fait encore un recul supplémentaire de l'inflation des services dans ce qui est en dehors du logement. Et ça, c'est ce que la Fed, elle voyait déjà quelque part avant le conflit en Iran. Hein, puisque s'il nous précise ça, c'est parce qu'il veut préciser que ça, c'est quelque chose qu'ils avaient vu qui est indépendant du pétrole. Et donc, quelque part, il aurait dit ça, il aurait dit cette phrase, même s'il n'y avait pas eu de conflit en Iran. Et on peut voir que l'inflation PCE, elle est toujours autour des 3%. Chaque fois qu'on la commente, souvenez-vous, on parle de zones un petit peu collantes pour le marché. Et donc, Powell, il nous dit que cette zone-là, c'est principalement dû aux biens à cause des taxes douanières. Donc, il dit précisément, l'inflation reste que quelque peu élevée. Donc, en anglais, il dit somewhat elevated. Donc, ça, c'est quelque peu élevé ou d'une certaine façon élevé, mais que la politique monétaire actuelle est appropriée. Donc, c'est en ça que Trump déteste Powell. C'est que Powell, il dit de manière assez transparente, souvent, je trouve, ce que l'on voit, ce que les membres de la Fed voient dans le détail des statistiques. Et il ne donne pas que il ne donne pas que le gros chiffre, il arrive souvent à nous donner certains
détails statistiques. Et ça, c'est ce qui ne plaît pas non plus à Trump, parce que même si ça n'arrange pas dans les décisions, Powell, il est capable de dire, bah, OK, on a ce chiffre, mais dans le détail de ce chiffre, on a cet élément-là qui a aujourd'hui nous guide ou nous empêche d'agir, ou nous limite, ou nous fait agir. Et puisqu'on se souvient que là, quand il avait baissé les taux, il nous avait dit que c'était notamment, principalement lié à l'emploi et pas à l'inflation. Donc, c'est en ça que Trump vraiment déteste Powell, parce qu'il rentre quelque part un peu trop dans le détail pour lui. Et donc, là, il confirme clairement, Powell, l'impact des taxes douanières sur les prix au lieu de temporiser. Et il dit, nous sommes fermement engagés à garder les anticipations d'inflation à 2%. Ça, c'est quand même fort, parce que c'est-à-dire que dans le contexte actuel, malgré tout, ils conservent le target de 2%. On peut le voir ici, de toute façon, qu'ils ont plutôt un long run à 2%, vous voyez, pour 2028, et plus loin sur le niveau d'inflation. Donc, ils sont fermement engagés à conserver ça. Ils n'ont pas de volonté dans la Fed à rehausser ce target. Souvenez-vous que quelquefois, on en a parlé, on se disait que déjà entre 3 et 2%, c'est assez bien situé pour l'économie si elle produit du PIB. Donc, lui, il a vraiment, il maintient que ils sont fermement engagés à garder ces anticipations d'inflation à 2%. Et donc, si c'est fermement engagé, ça veut dire qu'ils sont nombreux à le vouloir, et que donc, dans les membres de la Fed, même si on change de président, on conservera ce target de 2%. Il nous a dit aussi, nous ne voulons pas d'une politique trop restrictive en raison des risques pour le marché de l'emploi. Nous essayons d'équilibrer les risques. Nous sommes dans une situation difficile, même si nous ne pouvons pas dire qu'il y a plus de risques du côté de l'emploi que de l'inflation. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, donc dans ses choix. Une phrase assez importante, je pense, et ça va être la dernière, je trouve, la plus importante pour moi, dans cette réunion, c'est qu'il a annoncé, bon, déjà, il a annoncé que si d'ici mai, aucun nouveau président de Fed n'était nommé, il resterait en poste en attendant la nomination d'un nouveau. Donc ça, c'est un petit peu une petite taquinerie à Monsieur Trump, pour lui dire qu'en gros, pour l'instant, comme il n'y avait rien qui avait été rendu officiel, il serait là. Il nous a dit, donc très important, je pense, pour moi, c'est une des phrases marquantes. Euh, il nous a dit: une large majorité de participants à la réunion n'ont pas de scénario de base qui impliquerait une hausse de taux. Donc ça, c'est positif, parce qu'il nous explique que, et c'est là où on voit toute la diplomatie de Trump, de Powell, pardon. C'est là où on voit toute l'intelligence de Powell. C'est qu'il il est venu apporter des propos, vraiment des éléments de langage de président de banque centrale, afin de pouvoir un petit peu inclure dans la tête du marché et dans la tête des algorithmes, j'ai envie de dire, certaines choses, s'il doit plus tard en reparler sans que ce soit aussi choquant. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde ce site du CME, on a de tels changements. Alors, attendez, on va se le remettre. Et lorsqu'on regarde le site de la FedWatch, on a de tels changements. Donc, je vais vous le relire. Donc, une large majorité de participants à la réunion n'ont pas de scénario de base qui impliquerait une hausse de taux. Alors là, vous me direz, du coup, pourquoi le marché, lui, d'un seul coup, se met à pricer une possible hausse de taux dès la prochaine réunion? Et si on va même plus loin, sur l'année, regardez, si on va jusqu'au 9 décembre, il y a quand même 30% du marché qui envisage qu'il y ait au moins une hausse de taux. Donc pourquoi? Parce qu'il a rajouté un élément. Nous avons eu une conversation aujourd'hui sur de possibles risques des deux côtés pour les taux. Tout le monde est d'accord sur le fait que nous allons surveiller les anticipations d'inflation très attentivement. Et donc là, je vous le fais en anglais dans le texte.
possibility of guiding for a potential rate hike came up at March meeting. Donc, une possibilité sur les guidances potentielles d'une hausse de taux est venue sur la table au meeting de mars. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas qu'ils ont parlé de devoir rehausser les taux. Hein. Il dit qu'ils ont discuté de savoir s'il était nécessaire de parler de ce qui pourrait amener les membres à devoir rediscuter des hausses de taux. Donc, c'est-à-dire, en gros, ils ont fait un état, ils ont fait un bilan sur qu'est-ce qui va les guider vers la possibilité de penser, d'envisager, de discuter des nouvelles hausses de taux. Et donc, quelque part, c'est là où il a vraiment des éléments de langage positifs en tant que président de la Fed, parce que ça permet de ne pas non plus angoisser le marché, mais ça permet quand même de véhiculer un message où il dit, bah, attention, si les éléments qu'on a déterminés comme étant déterminants à la discussion ou à l'évocation, le questionnement sur une possibilité de hausse de taux devait arriver, alors maintenant on a parlé de quels étaient ces éléments-là et donc est-ce qu'on pourrait les mettre sur la table? Et donc, ce qui montre que déjà la Fed jusqu'à maintenant, c'était soit je reste sur un taux fixe, soit je baisse les taux. Elle était plutôt dans une position, voilà, c'est un pied dans la case je baisse les taux et un pied dans la case je reste fixe. Donc elle était plutôt dans une position colombe à moitié, 0,5 colombe. D'accord? Et là, quelque part, elle a mis les deux pieds au centre. Elle a dit, pour l'instant, j'ai pu parler, donc c'est comme ça qu'il nous le dit. Il dit, tout le monde est d'accord sur le fait que nous avons, nous avons eu une conversation aujourd'hui sur de possibles risques des deux côtés pour les taux. Donc ça veut bien dire, ils ont parlé, ils ont envisagé tout ce qu'il y avait sur la table. D'accord? Jusqu'à maintenant, elle disait que baisse de taux ou taux fixe. Maintenant, ils ont regardé les possibles risques pour la baisse de taux, le taux fixe et la hausse de taux. Voilà. Donc, ils ont vraiment remis les deux pieds au centre. Et là, la Fed, elle est vraiment à l'équilibre en disant, bah, elle est donc là pour se réenclencher vers une Fed qui potentiellement peut reconsidérer des baisses de taux. Ça veut dire que on est dans, vous voyez, on est dans une mécanique comme ça à 3 points. Et donc là, clac, on est revenu au milieu. Avant de pouvoir rebasculer vers la baisse de taux, il va falloir qu'on se remette dans une psychologie de baisse de taux. Et donc ça forcément, ça va prendre au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc potentiellement, est-ce que si ça s'arrange dans l'année, on pourrait avoir une baisse de taux en fin d'année? Pourquoi pas? Mais il faudrait qu'il se passe quand même beaucoup de choses d'ici là, positives. Mais sinon, on serait plutôt dans une démarche de parler de possibles baisses de taux d'ici la fin de l'année pour peut-être les avoir l'année prochaine, si on doit en avoir. OK? Et les hausses de taux, ben pareil, même combat, il faudrait qu'on s'enclenche dans une discussion de hausse de taux pour après les avoir. OK? Donc, personnellement, comme je vous disais au début, je ne crois pas du tout à une hausse de taux parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer une hausse de taux pour un élément précis, en fait. C'est que ce que je me dis, c'est en quoi, si vous voulez, la hausse de taux aurait un effet impactant direct sur l'inflation, considérant que cette inflation-là, la source première de cette inflation-là, elle est due à deux critères qui ne sont pas des critères de consommation, qui ne sont pas des critères d'emploi, qui ne sont pas des critères de salaire, qui sont des critères en fait liés, un, il nous l'a dit Powell, à des taxes douanières et deux, à l'énergie. Donc vu que ces deux sources-là, ces deux sources que l'on peut assez, comment dire, qui sont extérieures au marché, qui sont quelque part presque des sources géopolitiques, des sources de gouvernance, d'accord? Donc, si demain, il n'y a plus de guerre, et si demain, comme on l'a vu, les taxes douanières de Trump ne sont pas légales et ne peuvent pas être appliquées. Si demain, Trump il décide de ne plus les appliquer, parce que ben, finalement, il le décide, parce qu'il est capable de tout et de son contraire.
Bah, en fait, du coup, là, on va revenir vers une inflation qui est plus dangereuse, qui fait plus peur à la Fed. Donc, est-ce que réellement la Fed, elle peut se projeter d'avoir une hausse de taux et en quoi cette hausse de taux va vraiment limiter? Je pense que surtout quand on va avoir une consommation, quand on a une inflation directement liée à l'énergie, ou à des taxes, c'est les gens qui limitent leur consommation et c'est pas le taux directeur qui fait limiter la consommation. Donc voilà. Alors, pourquoi la Fed se base-t-elle autant sur l'employment moyen pour définir changer ses taux? Donc pourquoi la Fed, elle se base sur le chômage pour définir son changement de taux? Parce que le chômage est lié à la consommation. C'est-à-dire que c'est un des premiers impacts avant de voir la consommation baisser. Plus on va avoir de chômage, moins ça veut dire que les ménages auront de revenus et donc par ricochet derrière, on aura moins de consommation. Et donc ce qu'on a compris au fil du temps en économie, c'est que si on attend d'avoir moins de consommation pour agir sur les taux, la machine peut se gripper. Et donc dès qu'on voit le premier signal où le marché de l'emploi se durcit, ça veut dire que là, on peut commencer à rebaisser les taux pour redonner du peps à l'économie avant que la consommation ne soit trop impactée. Et aussi, pourquoi? Parce que ça soulage aussi les entreprises. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pas des taux fixes, donc quand ils ont des emprunts, que les taux montent, beh, ça leur coûte plus cher. Quand on baisse nos taux, on donne du souffle à l'entreprise et donc quelque part, on donne aussi une projection d'avenir à l'entreprise, une possibilité, bah, de pouvoir réemployer, recruter du monde et donc de recréer de la consommation. Donc voilà. Si le conflit s'enlise et fait exploser le prix du pétrole, la Fed pourrait-elle être forcée de remonter ses taux en urgence? Si oui, à quelle réaction technique s'attendre sur le Nasdaq? Bah, là, bon, là, je viens de vous donner mon avis, mais après mon avis, il compte pas pour beaucoup. Après, ce qui est sûr, c'est que déjà, premièrement, si le conflit s'enlise. Si le conflit s'enlise, c'est le principal risque qui pourrait faire exploser le prix du pétrole. D'accord? Donc, si pourquoi? Parce que là, d'où le titre de cette réunion, hein, Jai Joe, Real Americanero, c'est le slogan de Jai Joe. Ça y est, c'est le retour, c'est la première guerre de Trump. OK? C'est le retour de potentiellement les guerres interminables, les guerres longues, ce que ne voulaient plus les Américains, et c'est pour ça qu'ils mettaient Trump, c'était un de ces chevals de bataille, de vouloir en finir avec les guerres interminables. Donc là, il est confronté à une nouvelle facette de sa politique. Et si le conflit s'enlise, ça va être parce qu'on n'arrive pas entre guillemets, à chasser les mollahs d'Iran. Donc, si on n'arrive pas à les chasser, il va falloir que du coup, on mette en place, on envoie des troupes sur place pour pouvoir les chasser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on n'arrive pas à les chasser en termes comment dire, en géopolitique, ou en termes de politique internationale et de déstabilisation, comment on peut les chasser? C'est qu'on va demander au peuple de se rebeller. C'est-à-dire nous, enfin nous les Occidentaux, hein, les Américains bombardent et de l'autre côté, le peuple se soulève pour essayer de renverser le pouvoir en place. Comme ça crée de l'instabilité autant internationale avec un conflit mené de manière violente et en même temps en interne avec un soutien de la population qui ne soutient plus le, l'État en place. Et donc, ben, il y a une volonté de se battre plus difficile par l'armée américaine s'il sent que le peuple n'est pas avec lui. Donc tout ça, c'est de la communication aussi et c'est des enjeux euh, pour pouvoir gagner une guerre. Si on a besoin, enfin, si les Américains ont besoin de déployer des hommes sur place pour essayer de structurer, de renverser finalement le gouvernement en place, ça va coûter du temps, ça va coûter de l'argent énormément. Et il faut regarder les euh, quelles cartes on a, quels sont les intérêts de chacun dans cette histoire. Si les Américains font ça, c'est certainement pas pour mettre une démocratie en place. Je pense que jusqu'à maintenant, comme on a souvent dit, c'est pas les Iraniens qui consomment les produits américains pour le plus. Donc c'est pas
ils s'en foutent un petit peu de savoir si on va avoir ou pas une démocratie sur ce territoire-là. L'intérêt peut être double, je pense. Ce serait, on va prendre avec des pincettes, mais à réfléchir au sens plus large, c'est que Trump a durci le ton envers les pays du monde entier. Il a d'abord durci le ton avec les taxes douanières, auxquelles on a voulu répondre avec fermeté. Nous, Européens, quand je dis on, nous, Européens, ou même globalement, plutôt tous les pays du monde ont voulu négocier, mais répondre avec fermeté en disant ben, s'il y a des taxes, nous aussi on appliquera des taxes, on est capable nous aussi de se rebeller, on fera moins de commerce avec vous, nanani, nanana. Si on avait négocié, peut-être aussi, on se serait moins fâché avec lui. Aujourd'hui, s'il rentre dans un conflit, il a envoyé et qu'il envoie des troupes sur place et qu'il prend la zone, ça veut dire qu'il va contrôler le détroit d'Ormuz. S'il contrôle Ormuz, ça veut dire qu'il contrôle une plateforme de distribution de marchandises intéressante dans cette partie du monde, qui est une plateforme de marchandises dont lui ne dépend pas. D'accord? Les Américains ne dépendent pas de Hormuz pour faire leur commerce, ce qui est logique puisque bah, ils ont leur côte à eux et ils envoient des produits depuis leur côte vers partout dans le monde et que l'Iran, que eux-mêmes produisent du pétrole, donc ils n'attendent pas que les Iraniens leur en produisent pour leur en envoyer et que eux-mêmes produisent du gaz et que ils n'ont pas besoin donc du coup de ce qui est produit par là-bas ou moins besoin que nous. Par contre, les Japonais en dépendent énormément, les Chinois en dépendent énormément. Toute cette partie de l'Océanie et de l'Asie dépend énormément de cette circulation-là. Si il arrive à contrôler cette zone, et nous, Européens aussi, bien sûr, on en dépend, puisqu'on peut aussi passer par le canal de Suez, s'il arrive à contrôler cette zone, il va peut-être pouvoir dire, ben, moi, c'est moi qui suis en contrôle, c'est moi qui investis, qui met l'argent pour sécuriser la zone. Ben, celui qui veut emprunter la zone, il doit me payer. Il doit me donner un petit quelque chose, ok, pour avoir sécurisé la zone et permis de passer. Et donc, quelque part, il va peut-être être capable de récupérer de l'argent sur une zone de distribution de marchandises, où avant, jusqu'à maintenant, il gagnait rien. Donc déjà, premier intérêt pour lui, ça va être ça va être cet intérêt économique. Deuxième intérêt, ça va dire qu'il va pouvoir dire ben, qui passe et qui passe pas, avec qui il va pouvoir faire du commerce, avec qui il veut pas en faire. Et bon, il y a des alliés comme le Japon qui peut-être seront contents de savoir que c'est eux qui détiennent la zone, mais il y en a d'autres comme les Chinois qui seront moins contents de savoir que c'est les Américains qui détiennent la zone. Et donc, quand peut-être il mettra en place ces taxes douanières, on aura plus de difficultés au niveau des Chinois de pouvoir se rebeller. Parce que sinon, de toute façon, vu que les produits ne pourront pas passer par Hormuz, et ça va être compliqué. Autre point, c'est que ben, si réellement ces taxes douanières ne sont pas validées par le Congrès américain et sont considérées illégales, il peut aussi récupérer différemment l'argent en allant le récupérer au détroit d'Ormuz, puisque il ne viendra pas le récupérer en taxes douanières. Et quelque part, comment voulez-vous faire pour que nous, on sanctionne derrière en disant, parce que comment on va expliquer à nos populations, en gros, on va sanctionner les produits américains parce que quand on veut passer par le détroit d'Ormuz, ils nous font payer. Eh oui, ils te font payer, c'est normal, c'est eux qui sécurisent la zone. Donc, c'est pas comme quand on fait du protectionnisme et qu'on dit tout produit qui veut rentrer chez moi se prend une taxe dans la tête parce que là, c'est dans le monde globalisé d'aujourd'hui, les populations trouvent ça injuste. Elles se disent, attends, lui, il a pété le plomb. Nous, on fabrique du vin, on l'envoie là-bas. Eux, ils veulent acheter du vin, nous, on en fabrique. Ben, pourquoi ils ne nous laissent pas faire? Alors que là, si pour passer dans une zone qui est sécurisée par tel pays, on doit s'acquitter de taxes, ça va choquer personne. Donc, stratégiquement, je pense qu'il y a ces enjeux-là économiques. Et pour nous, Européens, des difficultés qui vont être beaucoup plus grosses que celles des Américains, des enjeux beaucoup plus gros que ceux des Américains. C'est d'ailleurs pour ça, ne vous méprenez pas que nous envoyons les porte-avions, etc., parce qu'on aimerait bien être
premièrement, dans la zone et deuxièmement, acteur pour pouvoir un petit peu après se positionner et voir comment on peut négocier, comment le commerce va se faire dans la zone pour plus tard. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on va passer à l'analyse graphique assez rapido. Allez-y, hein, si vous avez des questions. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme zone clé? Un peu toujours les mêmes. Hein. Regardez, dans notre target, on avait bien dit donc de toute façon, si il cassait le 24 000, il pourrait aller jusqu'à potentiellement, on avait dit nous, on s'était marqué rebond jeudi, nouvelle phase de range, ok, vendredi, l'élément décisif, si mauvais résultat, on pouvait aller 23 900. On a fait 964, on est allé un peu 971. Et la fois d'avant, on s'était dit, il me semble qu'on pouvait avoir un target beaucoup plus bas parce qu'il y avait un trou d'air. Hein, regardez ici. Clac, clac, clac. Voilà. Ici, on peut voir que il y a quand même un gros gap hein, entre le 23 750 et le 23 000 et le 24 000. Il y a quasiment rien qui retient ici. Hop, on peut le voir assez facilement. D'accord. Ici, regardez, je vais les tracer. Hop, hop, on va tracer. Ah, bah tiens. On va tracer, ben voilà. Voilà. Et donc là, on avait dit, vous voyez, que entre le 24 000 et 23 750, voire même un peu plus bas, 23 600, il n'y avait quasiment rien qui retenait. Même pas quasiment, il n'y a rien qui retient. Donc ça, c'est vraiment la grosse boîte vide, je trouve, du marché. Et c'est exactement ce qui peut se passer cette nuit, ce soir à l'ouverture. Hein. Vu les informations du week-end, on n'est pas sur des informations positives ou favorables. Donc j'imagine mal le marché ouvrir à la hausse avec un soulagement du baril de pétrole, puisque on a quand même des infos dangereuses avec l'Iran qui a tenté de tirer à 4000 km de chez lui, donc prendre potentiellement le risque, bon, même s'il a échoué, en tout cas, il envoie un message comme quoi on peut avoir un petit peu plus peur parce qu'il pourrait toucher des capitales européennes, tout simplement. Et de l'autre côté, on a pensé à envoyer des troupes armées, etc. Alors, le seul soulagement qu'on peut avoir, c'est que Trump a annoncé réouvrir le baril iranien et donc se resservir pour pouvoir limiter le prix du pétrole, pouvoir se resservir et lui-même investir, acheter du baril de pétrole iranien. Donc du coup, ça peut ça peut soulager un petit peu plus le prix du baril de pétrole, mais je vois pas en quoi ça soulagerait pour autant les marchés, puisqu'on resterait quand même sur une mauvaise information, parce que Trump ne va pas acheter du pétrole iranien pendant des mois, hein, donc surtout vu le contexte. Donc, ce qui fait que potentiellement, j'imagine plutôt une ouverture proche des 24 000, voire des 23 900, avec en target donc le 23 750 dès demain, puisque on n'aura rien à se mettre sous la dent. Donc ça, on va se l'écrire, 23 900 en ouverture. Là, ouverture à minuit, hein, j'entends, à 23 heures, pardon, de 23 heures.
et target 23 750 sur la journée, voire 23 600. Mardi, PMI service. Donc, si mardi, on a un bon PMI service, si bon PMI service, on peut tenter un rebond. Un rebond pour revenir raccrocher les 23 750, ok, en clôture. Mercredi, on n'aura rien. Jeudi, on a le chômage et c'est tout. Et vendredi, pareil. Et j'imagine pas le marché rebondir. Donc, hormis, sauf bonne nouvelle sur la zone de conflit et sur, mais ce qui m'étonnerait, j'imagine mal que cette semaine se soit réglée. On pourrait plutôt avoir une étape vers 23 750, 23 600, puis 23 400 et voire 23 000 tout simplement. Ce qui nous ferait perdre en fait pas tant que ça, parce que regardez, on est à 24 100. Ça nous ferait perdre 5% sur la semaine. Hein. C'est amplement réalisable. Amplement réalisable. Donc, on a dit mercredi 23 600. Jeudi, jeudi 23, donc j'avais dit quoi 23 23 350 et vendredi 23 000. Voilà. Toujours le vendredi, une baisse un peu plus forte que le reste de la semaine parce que, en prévision, souvenez-vous, on sait que on a plutôt des mauvaises nouvelles le week-end, quand il doit se passer quelque chose, que en semaine. Si notamment on devrait avoir les États-Unis qui envoient des troupes, par exemple, ça pourrait être rendu officiel durant un week-end. Vous voyez. Et je pense qu'on peut avoir le 22 750 qui est vraiment en zone de rebond forte. Derrière, attention, si ça décroche cette zone-là, on n'a plus rien du tout jusqu'à 22 000. Hein. Vous voyez là, on l'avait tracé la dernière fois. Donc peut-être la semaine prochaine, on peut reperdre 1000 points très rapidement. Donc 6 décrochages quand même, on va se le marquer. 6 décrochages de 22 750, hein, qui était un point bas ici, là, attendez, 800 même. Charge 22 800. Voilà. Donc, j'ai mis lundi, ouverture donc 23h, 23 900, target 23 750 sur la journée, voire 23 600. Mardi, s'il y a un bon PMI service, on peut tenter un rebond pour revenir accrocher les 23 750. Mercredi, direction 23 600. Jeudi, 23 350 et vendredi, 23 000. Si on décroche les 22 800, attention parce qu'on peut vite avoir le couteau qui tombe, hein, la grosse chasse d'eau qui nous amène à 22 000 et qui nous ferait perdre 10% sur la semaine. C'est pas non plus impossible, honnêtement. Je l'ai déjà vu, 9%, 8, même pas, moins 1, ouais, 8,70, largement possible, largement réalisable. Voilà. Est-ce que ça vous convient pour les traders qui sont là? J'ai Jérémy, Martial, Yann. Bon, ben parfait. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et je vous dis, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, on avait eu des questions par mail. J'ai répondu. J'espère que c'est dommage parce que les personnes qui m'ont posé les questions par mail ne sont pas là pour avoir les réponses. C'est dommage pour eux. Mais j'espère que sur le replay, ça leur suffira, du coup. Et puis, je vais vous souhaiter une belle soirée. T'inquiète, Martial, c'est normal. C'est le premier. C'est normal que tu nages.
Mais dis-moi s'il y a quelque chose, un sujet, quelque chose que tu as pas compris et qui te semblait important de comprendre, ou un mot, n'hésite pas à me dire quel mot, et comme ça on revient dessus, hein, faut en profiter, on fait ça pour ça, hein, sinon ça sert à rien. Bon, ben allez alors. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain. J'espère que demain, on aura la danse des présidents Trumpo et qu'on puisse passer une belle semaine, bien démarrer notre semaine. On peut... Tiens, ah mes mains, j'ai effacé les notes de la semaine d'avant, donc je ne peux même pas vous dire les zones. J'aime bien aussi que des fois, on se repenche sur les zones clés qu'on avait identifiées, voir si elles ont bien marché. J'ai supprimé. Trop tard. C'est trop tard. Bon, ben allez. Merci à tous. Belle soirée. Et du coup, à demain. Ciao.